Bon, ben, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce nouvel atelier de notre démarche des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Je me présente, je suis Martin Normand, je suis directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Et comme pour les autres ateliers, ben, j'ai le privilège d'animer la discussion d'aujourd'hui. On poursuit donc notre série d'ateliers thématiques avec celui sur la collaboration, un des ateliers qui était fort attendu par ceux qui avaient manifesté leur intérêt pour cette démarche. Donc, comme pour les autres ateliers, notre événement d'aujourd'hui sera divisé en 4 blocs. D'abord, on aura des mots de bienvenue pour lancer la discussion. Dans le deuxième bloc, on aura une table ronde sur la collaboration pour laquelle on a rassemblé 4 intervenants que je vous présenterai un peu plus tard. Une troisième partie où ceux qui le souhaitent seront répartis en sous-groupes pour poursuivre la discussion autour de quelques questions préétablies pour essayer d'approfondir notre réflexion sur les collaborations dans le secteur postsecondaire. Et nous terminerons avec une plénière pour ramener les discussions des sous-groupes dans le grand groupe et pour clore ce troisième atelier de la démarche. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Lynne Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, pour son mot d'ouverture. À toi, Lynne. Merci beaucoup, Martin. Donc, vous avez, comme moi, vous avez participé à d'autres ateliers des États généraux et ce qu'on voit, c'est que depuis le début de la démarche depuis le printemps dernier, la collaboration s'est imposée comme un thème transversal pour répondre à certains besoins exprimés par les établissements, mais également par les communautés. Donc, c'est une chose de souhaiter accroître les collaborations, mais c'en est une autre de disposer des capacités de les développer et ensuite de faire vivre ces collaborations-là. Donc, je souligne que l'accroissement des collaborations interinstitutionnelles est l'une des 2 priorités identifiées dans le plan stratégique 2020-2025 de l'Association. Nos établissements membres de notre réseau souhaitent collaborer pour l'avancement d'initiatives structurantes qui permettent de solidifier les bases, mais également d'innover dans des nouveaux champs d'intérêt. Donc, sachez également que la CUFC a une multitude de collaborations, notamment des partenariats établis dans les provinces et territoires où il n'y a pas d'établissement postsecondaire francophone. Donc, la collaboration est certainement l'une des voies à privilégier à l'avenir, mais il faut y consacrer du temps pour déterminer comment, sur quoi et avec quoi collaborer. Donc là-dessus, je nous souhaite une excellente discussion sur cette importante thématique. Merci beaucoup, Lynne. Je vais maintenant céder la parole à Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonjour tout le monde, heureux d'être avec vous. Je vous parle à partir d'Ottawa sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis très heureux de revoir plusieurs visages. Aujourd'hui, la collaboration, c'est un des thèmes qui, en fait, a fait en sorte que la FCFA a voulu s'engager dans le processus des États généraux parce que je pense que, nos établissements postsecondaires et leur croissance doivent être ancrés dans les besoins des communautés francophones qu'elles desservent. Mais deuxièmement, je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de possibilités qui ne s'offraient pas par le passé pour ces collaborations-là. Et ce qu'on voulait voir avec les États généraux, c'est comment on peut réfléchir, pas juste chacun dans notre établissement ou dans notre province ou territoire, mais penser réellement à un réseau postsecondaire qui fonctionne en réseau et qui fonctionne en complémentarité. Et ça, c'est nécessaire non seulement pour éviter le dédoublage et peut-être pouvoir réfléchir comment on pourrait créer des pôles d'excellence dans chacune des régions du pays, mais c'est important aussi, on le sait, pour répondre aux besoins des plus petites communautés. Et ça, c'est une réalité que la francophonie minoritaire aura toujours à faire face. On a des petits marchés, on a des petits bassins d'étudiants, mais on veut leur offrir le plus de choix possible et d'options possibles. Et pour ce faire, on ne pourra pas créer une offre de A à Z dans l'ensemble des provinces et territoires, mais si on fait une mise en commun et on réfléchit ce réseau-là
vraiment nationalement aussi et comment il peut être plus complémentaire, bien, je pense qu'on a là des solutions pour l'avenir et on pourra faire la démonstration au gouvernement aussi que les investissements qu'ils font dans nos établissements et dans nos communautés, bien, c'est des investissements innovants et qui sont complémentaires. Et ça aussi, c'est une bonne façon d'aller chercher l'appui, notamment d'un partenaire fédéral qui veut appuyer davantage le développement de notre secteur, de ce secteur-là à travers le pays. Alors, moi, je suis très excité pour cette conversation-là. Rêvons ces collaborations-là, parce que je pense que nos communautés s'attendent à ça de nous et vraiment, c'est une voie de l'avenir. Alors, bonne discussion, puis ne vous empêchez pas de partager des grandes idées folles parce que je pense que c'est ça le cœur de cette démarche-là des États généraux. Donc, bonne discussion tout le monde, bon panel. Merci. Merci beaucoup, Alain. J'en profite aussi pour remercier encore une fois les rapporteurs qui se joignent à nous aujourd'hui pour cet atelier. Je vous rappelle que le rôle des rapporteurs, c'est de faire un bilan de chacun des ateliers à partir d'une vision ou d'une position particulière dans ce débat-ci et qui pourront rapporter leur vision dans le cadre du sommet qui aura lieu en mars prochain. Donc, je remercie nos rapporteurs, Mélanie Quitla, qui est membre du conseil d'administration du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, Serge Quinté de la Fédération des communautés francophones et chrétiennes du Canada, Marguerite Tolgési de la Fédération de la jeunesse canadienne française et Laura Pelletier de l'ACFAS. Et j'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires de diffusion qui relaient nos messages, qui relaient nos annonces, qui partagent nos visuels sur les réseaux sociaux et qui nous permettent de rejoindre un public plus large dans le cadre de cette démarche. Donc, je vous remercie de collaborer justement à cette démarche et d'en assurer le succès. Passons maintenant à la partie table ronde de cet atelier, table ronde sur la collaboration. Collaboration, comme le disait Lynn, comme le disait Alain, c'est une voie privilégiée pour amplifier la capacité d'agir des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire et pour répondre aux nouveaux besoins qui se font jour au sein des communautés francophones. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs collaborations qui se déploient pour améliorer l'accès aux programmes en français, pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants, pour produire et diffuser du matériel pédagogique, pour développer des nouveaux parcours innovants qui répondent aux besoins du marché et de l'emploi. Donc, ces collaborations continuent à se multiplier, à se déployer. Or, si une collaboration interinstitutionnelle accrue est souhaitable pour aborder de nouveaux défis de façon innovante, les obstacles à la mise sur pied de collaboration pérennes et structurantes demeurent nombreux. Par exemple, les établissements ne disposent pas toujours des ressources, de temps, d'espace pour élaborer et mettre en œuvre des collaborations qui reposent sur la responsabilisation, l'ouverture et la confiance. Il peut aussi exister de nombreuses barrières organisationnelles, juridictionnelles, politiques à la réalisation de collaborations. Bref, il ne suffit pas d'exprimer le souhait de collaborer, il faut aller plus loin et se demander ce qu'il faudra pour collaborer. Donc, pour réfléchir à ces enjeux et pour réfléchir à la collaboration comme mode pour innover dans le secteur postsecondaire, on a rassemblé des gens pour qui la collaboration fait partie de leur quotidien dans ce secteur. Donc, permettez-moi de saluer et de remercier d'abord Josée Clermont, directrice générale du Collège nordique francophone, Peter Dorrington, qui est vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Saint-Boniface, Michel Landry, directeur du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, et Jean Légère, directeur général du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Donc, je vous remercie tous les quatre très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour cet atelier de la démarche. Donc, à tour de rôle, chacun répondra à quelques questions qui ont déjà été partagées avec eux et elles. À la fin de la table ronde, si le temps le permet, je pourrais relayer certaines questions qui auront été posées dans la boîte de clavardage, si jamais il y en a. Les participants sont déjà conscients du temps qui leur est imparti pour répondre à chacune des questions et aux besoins, je les aviserai ou je les interromprai pour pouvoir passer aux prochaines interventions. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, comme je le disais, tous les quatre, la collaboration fait partie de votre quotidien, fait partie de vos actions dans vos établissements ou dans vos réseaux particuliers. Donc, je vais commencer avec vous, Michel.
Parlez-nous du contexte dans lequel vous évoluez et des collaborations qui ont déjà été mises en place. Parce qu'en soi, le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, c'est un exemple, c'est une bonne pratique de la collaboration interinstitutionnelle. Merci, M. Normand. Oui, ben, pour commencer, en contexte, au Nouveau-Brunswick, comme population à peu près 680 000, 30 qui sont des francophones, on est une des 2 provinces au Canada qui n'a pas de faculté de médecine. Puis, plusieurs années passées, dans les années 60, au lieu d'avoir une faculté de médecine, la décision a été prise, on va acheter des sièges pour les francophones avec la province du Québec, donc avec les 3 facultés de médecine francophones. Donc, ça a commencé avec un partenariat depuis ce temps-là. L'entente Québec-Nouveau-Brunswick existe encore et qui régit le nombre de places qu'on a au Nouveau-Brunswick. Donc, avec ces partenariats-là, au début, ça ne marchait pas tellement bien parce que nos étudiants allaient au Québec, ils restaient là puis ils ne revenaient pas au Nouveau-Brunswick. Depuis les années 80, on a mis en place un réseau de stages cliniques. On a commencé à développer ce stage clinique, développer une expertise dans le réseau dans la province et développer beaucoup un gros partenariat qui s'est développé avec Sherbrooke, qui a permis qu'on a développé l'expertise. Et en 2006, on a pu avoir un centre de formation médicale délocalisé au Nouveau-Brunswick. Donc, le campus, la formation complète du curriculum qui est offert du programme de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick à Moncton depuis 2006. Donc, c'est vraiment, dans ce partenariat-là, on a l'Université de Sherbrooke qui est un partenaire important qui est tout le curriculum. On a l'Université de Moncton qui est un partenaire parce qu'on est physiquement sur les espaces de l'Université de Moncton, qui a toute l'infrastructure, le service étudiant, les équipes de support. On a le gouvernement de Nouveau-Brunswick qui est impliqué beaucoup au niveau d'éducation postsecondaire, qui négocie pour les postes, supporte financièrement, et le ministère de la Santé par rapport à toutes les régies, offrir des postes pour embaucher les personnes, pour s'assurer qu'on a des postes qui peuvent revenir de la province. Et le réseau de santé vitalité, on a au-dessus de 350 médecins du réseau de santé vitalité, le réseau de santé francophone de la province qui sont impliqués dans la formation et qui sont aussi des professeurs de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est beaucoup du partenariat entre ces différents partenaires-là. Ça fait quand même qu'on a 87 de nos personnes qui se forment en médecine de famille qui retournent travailler dans la province. Donc, on a un très bon retour. Pour 60 de nos spécialistes qui finissent leur formation reviennent ici au Nouveau-Brunswick. On a présentement 24 étudiants par année qui viennent tous du Nouveau-Brunswick, donc qui fait quand même un bon retour sur l'investissement, puis qu'on va peut-être aussi voir dans les prochaines discussions, voir si on peut augmenter même ces chiffres-là. On a une collaboration en place, donc le comité tripartite qui existe, qui gère tout le programme des centres de formation, qui est un partenariat entre l'Université de Sherbrooke, l'Université de Moncton et le gouvernement de Nouveau-Brunswick, et qui est des 2 ministères qui gèrent c'est tout le centre de formation, toutes les activités qui passent. On a un centre... Maintenant, on a une entente d'affiliation aussi avec le réseau de santé vitalité et l'Université de Sherbrooke, donc pour tout un milieu universitaire, un centre hospitalier universitaire et un réseau universitaire qui est affilié, donc qui peut assurer qu'on toutes les normes d'agrément qui est respecté dans le réseau de santé vitalité. Puis aussi, on a maintenant un centre de simulation qui a été développé juste récemment, qui a été accrédité national, qui est un centre de simulation Moncton, Saguenay, Sherbrooke. Donc, le partenariat des 3 qui a fait en sorte qu'on a pu avoir une accréditation nationale pour le centre de simulation. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas passer le temps. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir expliqué votre contexte. Je me tournerai vers Peter. Peter, vous êtes dans l'Ouest, vous êtes à l'Université de Saint-Boniface, vous avez eu une expérience dans quelques établissements postsecondaires. Donc, quel est le contexte dans lequel vous évoluez relativement à la collaboration dans l'Ouest canadien? Merci, Martin, et bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous ce matin. Je pensais peut-être juste prendre juste un peu de recul pour parler à un niveau un peu plus macroscopique, parce que le contexte, c'est un contexte qu'on cherche à créer. Et ce contexte-là, c'est le contexte du continuum éducatif FL1, FL2, ici au Manitoba, de la jeune enfance jusqu'au postsecondaire. Le concept de continuum, bon, on connaît ça, mais à quel point est-ce que c'est opérationnel et fonctionnel dans nos différentes provinces? La réponse varie beaucoup.
Mais ce sont ces collaborations-là à l'intérieur de la province avec les autres acteurs du continuum éducatif et puis avec la communauté francophone du Manitoba qui sont de loin les collaborations les plus importantes pour l'Université de Saint-Boniface. Et je dirais qu'on a besoin d'un continuum éducatif fort dans chaque province et territoire. Plus on est tous forts, plus on est forts ensemble et plus chacun est fort. Mais pourquoi l'importance du continuum? Je pense que ça vient confirmer le sens profond ainsi que le potentiel du projet éducatif francophone et pour les institutions éducatives, et pour les jeunes, et pour les parents, et pour la communauté francophone du Manitoba, et pour les deux paliers de gouvernement. Et on est de l'avis que c'est la meilleure stratégie pour assurer la cohérence, l'efficacité et le développement de l'éducation en français. Parce que c'est, entre autres, c'est la meilleure stratégie pour positionner les établissements postsecondaires francophones auprès des gouvernements, puis pour inciter les ministères provinciaux concernés, ici au Manitoba, par exemple, à également travailler en continuum pour appuyer le continuum éducatif. Et c'est la meilleure stratégie pour aller chercher le financement qu'il nous faut pour continuer de développer l'éducation francophone au Manitoba. Et c'est l'argument qu'on met de l'avant déjà ici au Manitoba, c'est d'assurer un retour maximal sur l'investissement important que les gouvernements font déjà, mais qui, en l'absence d'un continuum fort et pleinement fonctionnel, tend à donner des résultats mitigés. Et donc, pour revenir à la question de collaboration interinstitutionnelle, c'est toujours pour nous selon une logique de continuum. Donc, il y a le continuum provincial, mais il y a tous ces autres continuums à travers le pays. Puis je pense qu'il serait important de procéder selon quelques principes. Peut-être un premier principe, et je mets là-dedans aussi les gouvernements provinciaux. Parce que, disons, il y a le gouvernement où on est majoritairement francophone, par exemple, qui annonce certaines choses, point de vue frais de scolarité, ou disons, ça vient compliquer la donne. Donc, je dis, les différents gouvernements provinciaux et les établissements postsecondaires devraient collaborer, comme on le disait tantôt, Lynn et Alain, et je pense aussi Martin, devraient collaborer et qu'il s'agisse du recrutement hors province ou d'incitatifs sur le plan des frais de scolarité afin de favoriser le recrutement ou de l'offre de programmes ou de partenariats, toujours sur une logique non pas de compétition, parce que c'est néfaste au développement de l'éducation francophone, mais de complémentarité inter-continuum selon une logique de gagnant-gagnant. Et ça, dans le but de renforcer les continuums provinciaux concernés. Peut-être un deuxième principe, que les établissements devraient chercher ainsi, et je dirais les gouvernements provinciaux, qui cherchent à attirer les francophones vers leurs établissements postsecondaires, devraient chercher ainsi à construire ensemble un continuum éducatif à l'échelle peut-être déjà régionale, ce serait déjà bien, ou peut-être même à l'échelle nationale. Parce que je pense que ce faisant, on montrerait aux jeunes, aux parents, à nos communautés francophones respectives, ainsi qu'aux deux paliers de gouvernement, qu'on travaille ensemble, qu'on est efficace, qu'ensemble, on offre aux jeunes francophones les programmes postsecondaires nécessaires pour les inciter à continuer de progresser au sein du continuum éducatif francophone. Puis avec les 15 secondes qui restent, je dirais un bel exemple, je pense, c'est le CNFS, c'est un modèle. Il faut rester vigilant pour nous assurer que ça demeure cohérent et que ça fonctionne comme consortium, mais c'est un beau succès. Et je dirais, dans le cadre du CNFS, peut-être le plus beau succès pour l'Université de Saint-Boniface, c'était la mise sur pied avec la collaboration importante de l'Université d'Ottawa de notre bac en sciences infirmières. Progressivement, on a offert les différentes années du programme. Puis l'année de mon arrivée à l'USB en 2015, c'était la première cohorte d'étudiants diplômés en sciences infirmières de l'Université de Saint-Boniface. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Peter, pour ces exemples qui ont un ancrage régional dans l'Ouest canadien.
De l'Ouest, passons au Nord. Madame Clermont, Josée Clermont, merci beaucoup d'être avec nous. Vous évoluez dans un contexte très particulier et qui est peut-être moins connu aussi du réseau pan-canadien. Donc, parlez-nous de votre contexte dans les territoires du Nord-Ouest et du contexte de votre établissement. D'accord. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. J'ai un peu la voix rauque ce matin. J'aimerais tout d'abord commencer en reconnaissant que je vous parle depuis la terre traditionnelle des Dene de Yellowknife, territoire du traité 8. Alors, le Collège nordique est le seul collège francophone au nord du 60e parallèle. On est situé à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, où la population est d'environ 45 000 habitants. Nous habitons de grands espaces dans un milieu culturel riche et diversifié. On a 11 langues officielles. Et si vous visitez une salle de classe ici, vous vous croirez aux Nations unies. Lors du dernier recensement, 4 351 personnes ont déclaré avoir une connaissance du français. Bien que la population francophone augmente sans cesse et que les programmes d'immersion ne répondent pas à la demande, il va sans dire que dans un milieu nordique, autochtone, diversifié, avec un petit bassin de population, si on veut offrir de l'éducation de qualité en français, les partenariats sont cruciaux. Fondé en 2011, le Collège nordique est la concrétisation d'un rêve de la communauté franco-ténoise de se doter d'un établissement pour répondre à ses besoins éducatifs en formation. Aujourd'hui, après 10 années, au-delà de nos créneaux les mieux connus, comme l'apprentissage de langue seconde, l'évaluation des compétences linguistiques, la création de ressources pédagogiques qui mettent en valeur la culture et l'histoire autochtone, nos programmes d'accueil pour les nouveaux arrivants, le Collège nordique est aussi partenaire du gouvernement des territoires du Nord-Ouest dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée en petite enfance. Et comme nous avons beaucoup de collaborations à tous les niveaux, national, territorial ou local, je vais me limiter aujourd'hui à vous parler du contexte territorial, de nos partenaires éducatifs au TNO et de nos collaborations avec les Autochtones. Donc, le contexte territorial est particulier parce que le gouvernement est à l'étape qui a créé une loi sur l'éducation postsecondaire. Il crée un nouveau système d'éducation postsecondaire pour répondre au mieux aux aspirations des Ténois et Franco-Ténois. Donc, nous, pour prendre notre place au sein de ce nouveau système, puis assurer notre reconnaissance dans le cadre réglementaire en développement, nous travaillons de très près avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et poursuivons une approche de collaboration. Au niveau des partenaires éducatifs, au fil des années, on a eu plusieurs partenariats avec des collèges francophones du Sud pour offrir des programmes postsecondaires à distance. Tout récemment, pour répondre au contexte territorial qui est en évolution, on a développé des partenariats avec nos partenaires éducatifs des territoires du Nord-Ouest qui constituent les piliers fondamentaux du système d'éducation postsecondaire et de formation. En septembre 2020, le Collège nordique francophone, Aurora College et The Chinta Center for Research and Learning, nous avons signé un protocole d'entente dans le but de tirer parti de nos forces respectives pour mieux servir les étudiants et soutenir la reprise économique dans les territoires du Nord-Ouest. Au niveau des communautés autochtones, nous travaillons de près avec eux pour l'apprentissage des langues autochtones et pour l'apprentissage interculturel. Je vous donne un exemple concret. Grâce à notre précieuse collaboration avec des aînés d'années, on a réalisé plusieurs projets éducatifs qui favorisent une compréhension de l'histoire et des cultures autochtones et qui contribuent à la revitalisation des langues autochtones à travers les TNO, dont l'élaboration d'un cahier d'apprentissage du français langue seconde, Rendez-vous nordique, langue et culture, qui met en valeur l'histoire et la culture autochtone du territoire. On a réalisé un projet intergénérationnel et interculturel qui met en relation les aînés d'années avec les apprenants de la langue Clicho du collège. Et on est en train de développer des ressources d'apprentissage pour le Clicho, la langue d'années. Ces expériences sont enrichissantes pour toute notre équipe, pour les apprenants et pour notre communauté dans son ensemble. Donc, en conclusion, nos partenariats répondent à plusieurs besoins. Augmenter le choix de formation accréditée et de qualité pour répondre aux besoins et aux intérêts de la population étudiante comme premier objectif.
favoriser la mobilité étudiante de plusieurs façons, puis je vais en parler tantôt dans une autre question, répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Et enfin, ça nous permet de dire oui lorsque la communauté ou les industries viennent vers nous pour la formation. Merci. Merci beaucoup, Josée. Je vais me tourner maintenant vers Jean. Jean, vous avez une perspective plus pan-canadienne au sein d'un réseau plutôt qu'au sein d'un établissement proprement dit. Mais votre réseau travaille beaucoup sur les collaborations interinstitutionnelles. Donc, parlez-nous du contexte dans lequel se déploient les collaborations au sein de votre organisation. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de m'avoir invité pour présenter la perspective du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada concernant la collaboration, parce que le RCCFC est né de la collaboration. Et cette collaboration-là était spéciale en 1995. C'était le fait que les francophones qui travaillent dans le domaine collégial au Québec et à l'extérieur du Québec voulaient développer donc une concertation un peu plus importante. Et c'est de là qu'est né le RCCFC. Alors, la collaboration a toujours été à la base vraiment de notre organisation. D'ailleurs, de nos jours, c'est un aspect très important au niveau d'une valeur de notre planification stratégique 2018-2023. C'est aussi dans son énoncé de vision de notre organisme, mais ce sont des partenariats qui visent, entre autres, le développement. Nous, on a un programme qu'on appelle le Fonds de partenariat au collégial qui donne un peu d'argent pour des petits projets pour justement entamer une collaboration plus importante qu'on appellerait peut-être en anglais du seed money. Et depuis 15-20 ans maintenant qu'on offre ce programme, on a investi près de 9 millions de dollars dans les collèges francophones. Les collèges francophones, mais je dirais aussi les collèges francophones et des organisations qui ne sont pas des collèges, parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi en termes de partenariat au réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, c'est que ce ne sont pas nécessairement toujours des collèges. On a, par exemple, au Yukon, on a des gens qui sont membres là. Il y a l'AFI qui est membre chez nous. Il y a la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador qui est membre chez nous. Il y a Carrefour Nunavut, donc l'association francophone du Nunavut, qui est membre chez nous. Alors, c'est vraiment une collaboration qui est, oui, collégiale, mais qui va en dehors de l'aspect éducatif. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense qu'Alain en parlait tout à l'heure, le lien avec la communauté qu'il faut bâtir. Un lien avec la communauté, puis aussi, les collèges sont forts là-dedans. C'est les collaborations avec le secteur privé. Maintenant, il y a beaucoup une approche de répondre aux besoins du marché du travail et également au niveau du développement de la recherche appliquée, qui nécessite justement cette collaboration-là avec le secteur privé. Alors, collaboration, oui. D'ailleurs, un exemple concret qu'on a fait, c'est lorsqu'on a eu notre congrès à Regina, Saskatchewan, il y a maintenant 2 ans, on a fait une activité de B2B, alors de speed dating. Alors, comment est-ce qu'on prend la collaboration au sérieux? C'était qu'on a fait en sorte que toutes les personnes présentes, tous les collèges et tous les établissements présents, on a fait des rencontres rapides pour justement faire un pitch de c'était quoi notre expertise et c'est qu'est-ce qu'on voudrait peut-être amener à la table en termes de collaboration. Et on s'est fait dire après ça que ça a été un énorme succès parce que ça a permis justement de créer disons, des étincelles de collaboration qui ont permis, disons, des projets qui maintenant prennent de l'ampleur. Et là, on essaie avec la collaboration de mettre ça sur le plan numérique un peu plus. Et on a développé une plateforme qui s'appelle CollegeCo. Et la plateforme CollegeCo, c'est pour les membres du RCCFC et également des partenaires à l'international qui voudraient créer des collaborations avec nos membres. Alors, maintenant, je pense qu'en raison de la pandémie, il va falloir penser à la collaboration d'une autre façon.
Et peut-être une façon aussi qui serait avantageuse, parce qu'avant ça, on pensait que les collaborations devaient se faire toujours en présentiel. Maintenant, on commence à avoir l'habitude que ça peut se faire également en virtuel. Alors, ça serait ma conclusion pour cette première question, Martin. Merci beaucoup pour cette intervention, Jean, qui rappelle l'idée selon laquelle pour réaliser des collaborations, oui, il faut du temps, il faut des ressources, mais il faut aussi des espaces où les partenaires peuvent se rencontrer pour imaginer des partenariats, et ce qui est parfois rare aussi. Donc, je peux comprendre que cette création d'espace a beaucoup interpellé vos organisations membres. Alain, dans son mot d'ouverture, nous invitait à rêver aussi qu'est-ce que ça pourrait devenir la collaboration. Donc, chacun à votre tour, je vais vous demander quelles sont vos ambitions de collaboration future. Je commencerai avec Peter. Merci, Martin. Comme je le disais tantôt, il serait très intéressant, je pense, de travailler ensemble pour construire un continuum qui s'appuie sur nos continuums respectifs. Peut-être déjà à l'échelle régionale, je pense qu'il serait intéressant là, de travailler ensemble dans l'Ouest pour construire ensemble un continuum à l'échelle de la région. Peut-être aussi avec le Nord. Je sais qu'il y a Francis Kassongo et Gino Leblanc qui sont avec nous ce matin de Simon Fraser du Collège Mathieu. On a eu une réunion très intéressante en mai 2019, pré-pandémie, de 3 heures où on s'est réunis justement pour parler de ce genre de collaboration et on a déjà eu une feuille de route préliminaire. Il serait intéressant de poursuivre ça. La pandémie est venue nous jouer un tour, mais il serait intéressant de reprendre ça et puis peut-être d'établir comme une cartographie régionale. Et puis, pour mieux de ce qu'on fait ensemble, ce qu'on offre ensemble, comment on peut recruter ensemble et d'établir des collaborations en conséquence. Il serait peut-être même encore plus intéressant de songer à l'idée d'une cartographie nationale, peut-être avec une table de concertation nationale où il y aurait la CUFC, le réseau des collèges et cégep, la FCFA, mais aussi le Québec, pour s'assurer ensemble qu'il y ait une cohérence et qu'on travaille ensemble, et puis dans un esprit de complémentarité où les différents continuums gagnent chaque fois et on gagne ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, Peter. On a presque eu une primeur là, de savoir que ces collaborations-là sont peut-être en chantier. La question de la cartographie, c'était un thème qu'on avait aussi dans la description générale de l'atelier. Quels sont les besoins à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale qui ne sont pas comblés et qui pourraient l'être par la collaboration? Donc, vous nous amenez aussi sur cette piste-là, Peter. J'imagine que José aussi, c'est le genre d'ambition que vous avez pour le collège et pour votre communauté dans le Nord. Vous êtes toujours en sourdine, José. Désolée. Ça va, on vous entend maintenant. Okay. Pour nous, Lynn, il a touché un peu tantôt dans le sens que des fois, quand on est des très petits collèges, on n'a pas toujours la capacité. Ça peut nous bloquer dans des collaborations. Alors, comme tout le monde le sait autour de la table, le budget fédéral a annoncé des nouveaux investissements pluriannuels dans le protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et de l'enseignement de la langue seconde. Donc, nous avons accueilli ça d'une façon très, très positive. Ce nouveau programme transitoire vient vraiment répondre directement aux besoins des établissements d'enseignement postsecondaire et de formation comme le nôtre. Et puis, ça va nous permettre justement de façonner des partenariats, les partenariats nécessaires. Donc, dans le Grand Nord canadien, le Collège nordique a été mandaté par sa communauté pour être le pôle d'investissement pour ce développement. Et on rassemble les partenariats nécessaires pour répondre aux besoins. Donc, à titre d'exemple, je vous annonce aujourd'hui qu'on vient de créer un nouveau partenariat avec le Collège de la Cité d'Ottawa pour offrir 4 nouveaux programmes dans le domaine de l'éducation à la petite enfance.
Donc, il s'agit de reconnaissance des acquis, formation continue, double accréditation secondaire et postsecondaire, et aussi d'offrir un programme en format hybride. Puis, un de nos objectifs, c'est de nous assurer de la mobilité étudiante. Donc, par exemple, un apprenant qui suit un cours au niveau secondaire va voir ses crédits reconnus à la fois chez notre partenaire francophone, mais aussi chez notre partenaire anglophone du Nord, le Collège Aurora. Donc, on va devoir adapter un peu certains cours et on espère transposer ce modèle à d'autres programmes, toujours dans un esprit de complémentarité. Dans le futur, on veut approfondir nos 2 partenariats, évidemment, et on est ouvert à d'autres, là, c'est certain. Et puis, afin de réaliser notre nouveau plan d'affaires 2021-23. Puis, on travaille aussi, on va continuer à travailler avec le Dechinta Center for Research and Learning, avec lequel on a un beau programme en ce moment pour mettre la réconciliation en action au Collège nordique, pour favoriser le rapprochement entre les Autochtones et les non-Autochtones, pour qu'on puisse vivre pleinement notre nordicité puis notre diversité. Merci beaucoup, Josée. Encore une primeur. Donc, ça nous fait plaisir d'apprendre que ces collaborations se développent. Jean, quelles sont vos ambitions aussi pour la collaboration au sein de votre réseau et au sein des établissements? Bien, je pense que Peter m'a tendu une perche concernant une possibilité de collaboration. C'est que nous, au réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, on a développé un inventaire des expertises de nos membres, également de tous les programmes de nos membres. Alors, on a déjà une bonne portion de fait de cette cartographie-là et je pense que c'est important, c'est clé parce que là, à ce moment-là, ça va donner lieu à des complémentarités encore davantage, moins se marcher sur les pieds parce que la mutualisation, évidemment, c'est vraiment ce qui représente l'avenir parce que les modèles d'affaires sont appelés à changer. Les modèles d'affaires et la collaboration doivent être la valeur, je pense, moi, essentielle au niveau du modèle d'affaires et ça doit être quelque chose qui doit être présent dans l'esprit des dirigeants, de la haute direction, de faire en sorte de bâtir à l'intérieur de l'établissement une culture de cette collaboration-là. Et je sais que ce n'est pas toujours facile parce que nos professeurs, nos gestionnaires ont d'autres choses à faire, mais je pense que ça pourrait peut-être être dans un contexte plus large, plus général, plus comme une valeur, plus comme faire en sorte de l'encourager. Et je pense que ça va bénéficier à l'organisation et certainement à la communauté. Et à la communauté, encore une fois, parce que je pense que si on se met dans une organisation, les perspectives externes viennent aider au niveau des connaissances internes, évidemment, et ça passe beaucoup par la collaboration. Moi, je pense qu'il faut célébrer nos bons coups aussi. On parle du CNFS, on parle du programme de médecine à l'hôpital Georges-Dumont. Ce sont des exemples éloquents de la capacité de collaboration au niveau de nos organisations. Et je pense que ça, il faut les valoriser pour donner l'exemple, finalement. Ce serait du leadership par l'exemple. Et aussi de multiplier, je pense que ça a été énoncé un peu plus tôt, de multiplier les occasions de rencontres. On dit les congrès, les rencontres en personne, c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on s'en serve pour faire en sorte de valoriser encore davantage et de convaincre aussi le gouvernement que ces rencontres-là sont bénéfiques et amènent certainement un bon niveau de résultats, d'impact et je pense aussi d'innovation sociale. Je pense que la collaboration qu'on met en place présente des exemples d'innovation sociale vraiment intéressants. Alors, célébrer les bons coups. Donc, je dirais que ce serait pas mal ça, mon intervention à ce niveau-là, à savoir comment je vois la collaboration là, dans le futur. Merci, Jean, tout à fait. Le leadership, par l'exemple, ça devient peut-être une autre piste clé à explorer dans le domaine postsecondaire. Sans vous mettre la pression, Michel, le leadership, par exemple, peut-être peut arriver de vous, mais au-delà de ça, quelles sont vos ambitions aussi en matière de collaboration? Vous nous parliez de l'espoir que vous aviez d'accroître le nombre d'étudiants, par exemple. Oui, ben on a plusieurs projets qui sont en développement. Il y en a qui sont
juste au début. Il y en a qui sont rendus proches de la fin. Je vais vous en partager deux. Un, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants au centre de formation. Donc, présentement, on a 24 étudiants. On est assez avancé dans les démarches pour augmenter de 24 à 32. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir 4 de plus du Nouveau-Brunswick et de prendre les étudiants de la Nouvelle-Écosse et les princes-Édouard, les francophones qui sont présentement à Sherbrooke, qui sont très isolés, et les prendre sous notre aile au centre de formation pour les accueillir. Donc, avoir plus un rôle de leadership par rapport à répondre aux besoins des communautés francophones dans les provinces maritimes et atlantiques. Donc, ça, c'est un projet qui est assez avancé et on espère avec ça pour pouvoir développer plus des milieux de stage cliniques dans la province avec l'île du Prince-Édouard, communauté francophone et communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Donc, c'est quand même assez avancé puis on espère que on pourra avoir des décisions finales assez rapprochées, rapidement. Deuxième, c'est quelque chose qui est plus en développement, c'est plutôt le développement de la recherche en santé et qu'on aimerait, puis ça, c'est vraiment plus local. Le centre de formation, on a 2 chercheurs maintenant plein temps, puis quand même, on n'avait pas beaucoup de chercheurs avant. On a 2 plein temps, on a 5 ou 6 autres qui sont des collaborateurs. L'an passé, on a eu 2,5 millions de subventions juste à notre centre de formation. Le centre de recherche, le centre de formation. Mais on aimerait travailler plus de proche et plus en collaboration avec l'Université de Moncton et le réseau de santé et vitalité pour faire vraiment plus un pôle de recherche en santé francophone qui serait plus gros, plus envergure, qui aurait plus un corps qui nous permettrait de plus encore compétitionner avec des organismes, des grosses institutions et d'avoir quelque chose de francophone. Mais on a aussi, mais juste localement, tout le monde travaille de leur côté. Donc, pour avoir des collaborations, bâtir une masse critique qui nous permettrait de plus en faire encore. Merci, Michel. Et votre exemple nous ramène aussi à l'idée que les collaborations, ce n'est pas que les collaborations interinstitutionnelles dans le secteur postsecondaire, il y a aussi beaucoup de partenaires, et vous y avez tous fait référence. Vous avez beaucoup de partenaires au-delà des institutions comme telles. Et ça devient aussi d'autres pistes à explorer. Et justement, pour continuer à explorer ces pistes-là, José, vous y avez déjà fait référence. Il y a une question de ressources, une question de moyens. Donc, quels seraient les moyens, José, je vais vous laisser répondre en premier à cette question. Quels sont les moyens dont vous souhaiteriez disposer pour surmonter les défis liés à la collaboration? Ben, c'est intéressant parce qu'on a déjà parlé là, des moyens de capacité, de ressources humaines. Comme j'ai dit tantôt, pour nous, on accueille très favorablement là, la nouvelle du fédéral. Le deuxième défi auquel on fait face, c'est aussi relié aux ressources humaines, c'est qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada en ce moment, puis elle est exacerbée dans un milieu éloigné. Puis aussi, il y a une communauté qui augmente, là, la communauté franco-ténoise augmente au TNO. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'infrastructures pour mieux accueillir les personnes qui arrivent d'ailleurs, soit que ce soit du Canada ou de l'international. Donc, on en a parlé tantôt, là, les besoins des espaces physiques, des locaux pour le collège, plus d'équipements. Et puis, aussi, c'est que tout ça entraîne un besoin de logement pour les étudiants qui est abordable pour pouvoir effectivement attirer, puis héberger et retenir ces personnes-là qui viennent d'ailleurs pour les TNO. Donc, au-delà c'est une bonne suite à ce que vous disiez, au-delà des partenaires académiques, on doit aussi se pencher sur des partenariats pour assurer un milieu d'apprentissage qui est sain et sécuritaire. Donc, pour nous, un investissement de la part du fédéral dans les infrastructures et le logement, ça serait souhaitable, ça bénéficierait justement les collaborations puis l'expansion de l'éducation postsecondaire en français dans les territoires du Nord-Ouest. Merci. Merci beaucoup, José. Et Jean, vous, à travers votre réseau, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se développer pour justement appuyer de plus amples collaborations? Je pense que nos réseaux, réseau du RCCFC ou encore de la CEFC, on a une responsabilité d'être des facilitateurs de cette collaboration-là, de faire en sorte de mettre en place des outils, des mécanismes pour y arriver, pour enrichir justement cette collaboration-là. Et moi, ce que j'ai toujours noté, c'était que la collaboration, on essaie toujours de façon organique et que parfois, il n'y avait pas nécessairement des systèmes qui étaient mis en place. Je me suis mis
À un moment donné, j'ai eu des situations où est-ce qu'il y a des projets, des collaborations qui devaient s'établir et finalement, la collaboration n'a pas fonctionné. Parce que les 2 organisations ou les 3 organisations n'ont pas réussi à mettre les principes de base ou le système en place pour faire en sorte que la collaboration ait du succès. Donc, il y a des outils, il faut systématiser, je pense, jusqu'à un certain point, là, pas pour rendre ça trop compliqué, mais au moins de donner les bases de ça veut dire quoi une collaboration, ça veut dire quoi le succès d'une collaboration. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire en sorte que les organisations, nos membres ou les institutions postsecondaires, savent comment collaborer. Parce que parfois, peut-être que les gestionnaires donnent cette responsabilité de collaboration vis-à-vis certains gestionnaires et puis ils n'ont pas nécessairement les compétences. Donc, il y a un renforcement des capacités, je pense, qui doivent être travaillées en termes de collaboration si nous voulons avoir du succès dans le futur. Merci beaucoup, Jean. Michel, de votre côté, qu'est-ce que vous souhaiteriez disposer comme moyen pour justement poursuivre ces projets de collaboration? Mais je pense qu'un des défis, c'est un petit peu, c'est l'ego. Moi, je dirais un petit peu, faut qu'on peut avoir les partenaires, qu'on ait assez de confiance les uns avec les autres pour savoir que différents projets, on va travailler ensemble, mais OK, toi, tu vas être votre organisme va être le lead pour ce projet-là, parce que c'est sûr qu'il y a plus de chances d'avoir un succès. Si on prend l'exemple d'un partenariat de recherche, mais c'est certain, c'est que c'est le centre de formation qui va prendre le devant, ça a moins de chances de succès. C'est l'Université de Moncton qui est plus gros et on travaille tout ensemble, ça a plus de chances de succès. Donc, mais de se faire confiance assez pour savoir qu'on va, dans certains partenariats, on va supporter, on va vous pousser. Dans d'autres, c'est nous autres qui va être devant puis qu'on va vous tirer avec nous autres. Et je pense que, mais ça prend beaucoup une relation de confiance pour qu'ils s'établissent parce que souvent, c'est que tu as 2 organismes qui vont travailler en partenariat. Les 2 veulent que ce soit c'est mon projet, c'est pas le tien. Donc, il faut c'est un petit peu l'ego et de pouvoir s'assurer qu'on focus sur c'est quoi vraiment pour répondre aux besoins des communautés, puis qu'est-ce qui est la meilleure personne ou le meilleur organisme pour qu'il y ait plus de chances de mener à ce projet-là à succès. Puis on s'allie derrière ce partenaire-là, on travaille tout ensemble, mais d'avoir la bonne personne en avant, puis pouvoir s'entendre là-dessus. Je pense que c'est ça pour les plus gros défis. Merci beaucoup, Michel. Et ça fait référence un peu à notre capsule On en parle de cette semaine où Liane Roy, la présidente de la FCFA, nous parlait justement de passer d'une logique de compétition à une logique de complémentarité. Il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour y arriver. Et Peter, vous faisiez référence aux divers projets de collaboration qui ont peut-être été mis sur la glace le temps qu'on règle la crise sanitaire. Mais j'imagine que vous voyez déjà aussi des besoins ou des moyens dont vous souhaiteriez disposer pour mettre en œuvre ces projets de collaboration-là. Oui, ben, je pense que pour nous, dans l'Ouest, ça va déjà bien. C'était une bonne rencontre. C'était à Vancouver, à la suite d'une réunion du comité stratégique de la CUFC. C'était la dernière réunion, d'ailleurs, de ce comité stratégique. Mais ça montre, lorsqu'on crée des espaces de dialogue, ça peut donner des résultats. C'est une rencontre à la suite de cette rencontre du comité stratégique entre les représentants des établissements de l'Ouest. Mais je pense que je rejoins ce que Jean et Michel ce qu'ils disaient. Je pense que pour reprendre un peu ce que je disais tantôt, je pense qu'il y aurait lieu, au lieu de procéder à des collaborations un peu à la pièce, il y a de la place pour ça, bien sûr. C'est organique, comme disaient Jean, de formaliser ça un petit peu, au moins mettre un cadre autour de ça, c'est ce que je veux dire, à l'intérieur duquel les collaborations pourraient se faire. C'est peut-être en partie de mettre sur pied une table de concertation. Il faut trouver une façon de faire participer le Québec sans qu'il domine, mais pour établir un peu le code routier qu'on va utiliser pour aller vers les collaborations. Un énoncé de principe. C'est peut-être même une charte à laquelle on pourrait adhérer, comme quoi voici comment on va travailler ensemble pour que tout geste qu'on pose, qu'on parle du recrutement ou qu'on parle de collaboration au niveau des programmes d'études,
ou d'autres, que c'est dans une logique de gagnant-gagnant où le but ultime, c'est de renforcer le continuum éducatif francophone dans chaque province. Donc, je pense qu'on gagnerait à avoir un cadre comme ça, puis de créer un espace pour les échanges. Ce comité stratégique, c'était un bel espace, parce que c'était les vice-recteurs, les vice-doyens, tous les vices, là. On réunissait tous les vices, voilà. 2-3 fois par année, c'est une belle occasion là, de se concerter à un niveau un peu opérationnel. C'est pas la même chose qu'une table de concertation, mais de créer des mécanismes qui nous permettraient de nous rencontrer. C'est bon les rencontres, ça nous fait une discipline. Quand je parle de cette rencontre de mai 2019, ben, il n'y a plus de forum pour ça, donc on est tous pris dans le feu de l'action et des choses comme ça qui sont importantes, qui ont tendance à traîner. Et si on crée des espaces puis on prévoit des rencontres, le travail va avancer. Voilà, merci. Merci, Peter. Et je vois vraiment comment la question des espaces est revenue dans vos 4 réponses. C'est clairement un besoin auquel il faudra réfléchir pour justement s'assurer que les collaborations qui se développent soient pérennes et structurantes. Et donc, pour conclure cette partie de la table ronde, je vous laisse chacun un mot de la fin pour nous énoncer ou nous interpeller sur le message principal que vous souhaiteriez qu'on retienne dans le cadre de cette démarche. Qu'est-ce que vous voulez qui résonne dans la suite de nos discussions ou même dans le rapport final? Je vais commencer cette fois-ci avec Jean. Je pense que, encore une fois, Peter a mis le doigt dessus pour ce qui me concerne. En ce moment, en termes de concertation sur le plan d'éducation, on a une table nationale de l'éducation. Mais là, on parle petite enfance, on parle alphabétisation, on parle vraiment de l'éducation dans son sens large. Et on est peut-être arrivé à une certaine maturité justement pour faire en sorte, pas évacuer quand même la table nationale de l'éducation, mais d'avoir quelque chose qui est un peu plus spécifique là, à nos enjeux, avec des piliers de discussion, par exemple, échange des programmes, recrutement des étudiants. Tu sais, comme le recrutement des étudiants, c'est clé, c'est vraiment ce qui est important pour les établissements. Et je me dis qu'il faut qu'on ait une discussion à un moment donné. Il faut qu'il y ait des discussions qui soient franches à ce niveau-là aussi. Puis il ne faut pas avoir peur d'avancer et d'oser, parce que sinon, si on reste trop timide dans notre façon de fonctionner avec les autres, puis qu'on ne veut pas vraiment marcher sur les pieds des autres, bien, ça va peut-être donner des conséquences qui ne seront pas avantageuses nécessairement pour les communautés. Moi, le message que j'aurais, c'est que les gouvernements doivent comprendre la situation de l'importance des collaborations entre les établissements puis à l'extérieur des établissements et donnent les moyens et nous appuient financièrement avec cela. Fait que je pense que c'est important, je veux dire, les moyens financiers, c'est toujours très important et je pense que ça vaut la peine d'être noté que les besoins seraient exprimés dans le cas présent. Merci. Michel, peut-être, quel serait votre message que vous souhaitiez qu'on retienne? Mais moi, je continue sur le message de Jean, mais moi, je dirais peut-être que ce n'est pas vraiment au ministère. Je pense qu'entre nous autres, il faut se préparer. Il faut savoir ce qui s'en vient, puis il faut être prêt quand le train passe. Le train passe, on sait qu'avec les élections fédérales, il va y avoir de l'argent pour l'infrastructure. Il ne faut pas attendre que le train soit passé. Le timing est là. Donc, il faudrait penser d'avance qu'est-ce qui s'en vient, travailler ensemble en collaboration, puis voir quand le timing est bon, OK, faut développer quelque chose, il y a besoin des infrastructures pour le collège nordique, mais peut-être c'est avec des partenaires, puis pas attendre que ça soit passé. Puis ça, je pense qu'il faut une planification puis un travail de collaboration qui se fait en amont pour que lorsque le train arrive, qu'on soit prêt à sauter, à embarquer dedans. Parce que je pense qu'il va y avoir la perche est là. On sait que ça s'en vient, mais les grosses institutions, ils vont présenter des grosses demandes. Si on n'en fait pas de demande, on n'aura rien. Donc, je pense que ce n'est pas juste au gouvernement, je pense qu'il faut se préparer pour ça aussi. Merci, Peter. Je pense que je rejoins encore une fois ce que viennent de dire Michel et Jean. En tout cas, moi, je pense qu'il y a lieu, comme francophone, d'être très fiers de ce qu'on fait dans nos provinces respectives, dans nos territoires respectifs.
Il s'agit, là, je pense, de planifier la prochaine étape où, à l'intérieur d'un cadre qu'on pourrait établir, comment on va travailler de façon aussi productive et constructive et complémentaire dans le respect et où tout le monde gagne, et notamment nos communautés francophones dans les différentes provinces et territoires. Et comme Michel il dit, il y a aussi on a intérêt, disons, il y a un intérêt bien pratique. Il y a du financement qui s'en vient. Et je pense que si on se positionne, si on montre qu'on travaille ensemble et que ça va donner des résultats encore plus intéressants, je pense que les gouvernements vont le remarquer. Donc voilà, merci encore une fois pour l'invitation. Merci. Et Josée, je vous laisse le mot de la fin. Quel est le dernier message que vous voulez qu'on retienne de votre participation aujourd'hui à notre table ronde? Ben, d'abord, je veux remercier l'ACUFC pour l'invitation, puis tous les collègues là, qui ont été invités, parce qu'il y a énormément de sagesse, là, puis d'éléments intéressants qui ont été amenés, puis je ne vais pas les répéter, mais je vais terminer avec une citation de Henry Ford. « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Parfait. Bien, on entend bien l'appel à la collaboration, le besoin d'espace et de ressources, bien évidemment, et qu'il y aura une relation de confiance à établir pour justement poursuivre ce travail de collaboration qui ne pourra que profiter à la communauté et qui ne pourra que mieux répondre aux besoins qui se manifestent et aux nouveaux besoins qui se manifestent au sein des communautés. Donc, encore une fois, je vous remercie tous les quatre, Josée Clermont, Michel Landry, Jean Légère, Peter Dorrington. Merci du temps que vous avez consacré à notre démarche. C'est très précieux. Vos témoignages sont très précieux pour la suite des choses dans le cadre des États généraux.